Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo où on va voir l'évolution d'une ville française pas comme les autres, je parle de Grenoble. On va voir comment cette petite ville du passé est devenue une métropole réputée dans plusieurs domaines, notamment scientifiques et écologiques. Grenoble est un cas particulier en France, c'est une ville pionnière en termes d'urbanisme écologique. Cette vidéo se concentrera surtout sur l'évolution de la ville après 1945, car c'est là où c'est intéressant urbanistiquement. Chapitre 1, vue générale. Tout d'abord, regardons ce qu'est Grenoble. Comme vous pouvez le voir, c'est une agglomération en forme de Y. La ville n'a pas trop le choix, elle se trouve coincée dans une vallée et son urbanisation a pris la forme de cette vallée. Ce sont deux cours d'eau qui dessinent cette vallée. D'un côté l'Isère, qui donne son nom au département, de l'autre le Drac. La commune de Grenoble fait 18 km². Vous voyez comme c'est un petit territoire comparé à toute l'agglomération. Cette même commune compte 156 000 habitants, c'est une population qui est en baisse, il n'y a plus de place où construire. L'unité urbaine, quant à elle, compte environ 450 000 habitants. Selon l'INSEE, ce bâti urbain s'arrête d'un côté vers la commune de Vorep, de l'autre vers la commune de Saint-Nazaire-les-Ezèmes. Bernin et Crolles ne sont pas intégrés dans l'unité urbaine car il y a un morceau non bâti entre ces communes et le reste de Grenoble. Au sud, l'unité urbaine va jusqu'à Vars, Allières et Rissé. Ça, ce sont les limites de l'INSEE, mais comme vous pouvez le voir, l'urbanisation continue, mais elle s'effrite. Mais on est toujours dans la banlieue de Grenoble, c'est du périurbain. Ensuite, toujours selon l'INSEE, Grenoble a une influence sur une zone de 700 000 habitants environ. Au sein de l'Isère, on peut même faire une sorte de division entre les zones sous influence de Lyon et celles sous influence de Grenoble. Grenoble a d'ailleurs une influence sur la Savoie en tant que grande métropole des Alpes. On peut même dire que Grenoble est la plus grande ville des Alpes avec son demi-million d'habitants. Même si, dans les faits, Grenoble est plutôt aux portes des Alpes, alors que Innsbruck est bien au milieu des montagnes. Innsbruck compte 200 000 à 300 000 habitants dans son agglomération. Chapitre 2, premiers grands axes. Les grands axes de Grenoble suivent la logique en Y. Il y a l'autoroute A41 qui va vers Chambéry, l'autoroute A48 qui va en direction de Lyon, et l'autoroute A51 qui va vers le sud mais sans aller vers une grande ville puisqu'elle s'arrête à Monestier de Clermont. Et on ne peut même pas dire que c'est une véritable autoroute car sur certains tronçons, elle est à une voie et donc pas aux normes autoroutières internationales. Le projet initial de cette autoroute était d'aller jusqu'à Gap et ensuite l'autoroute continue pour rejoindre l'autre bout de l'A51 qui va jusqu'à Aix-en-Provence. Mais à ces autoroutes, on a aussi une voie rapide, qui est la rocade de Grenoble. Mais comment Grenoble s'est formée autour de ces axes? Retournons dans le passé. Déjà, selon les cartes de Cassini du XVIIIe siècle, on peut voir une route droite qui de Grenoble va vers le sud jusqu'à la rivière. Ensuite, la route continue au-delà d'un pont, mais plus tortueuse. Elle va jusqu'à Vif. Cette route est devenue plus tard la route dès 1075, et à Grenoble, elle forme un axe majeur. On voit encore nettement la route bien droite qui traverse la ville. Il y en a une autre de route bien droite qui va vers les montagnes, c'est devenu la route des 5. Deux axes urbains aujourd'hui, connus sous les noms de cours Jean Jaurès et avenue Jean Perrot. En regardant les cartes de l'état-major du 19e siècle, on peut voir un chemin de fer qui arrive à Grenoble depuis JR. Le chemin de fer contourne la ville, qui est enfermée dans ses remparts. On peut voir une autre route, c'est l'actuelle D112, plus connue sous le nom d'avenue Ambroise Croizat. Et en allant vers l'ouest, il y a une autre route avec un pont, elle deviendra le cours Beria. On a donc plusieurs axes importants, déjà présents au 19e siècle. Mais où sont ces fameuses murailles? Grenoble semble être coincée dans sa forteresse à l'époque. Aujourd'hui, on voit encore des traces du système de fortification. À certains endroits, ça a été détruit. Là où se trouve le Stade des Alpes, il y avait un morceau des fortifications. Le boulevard Jean-Pin suit les limites de ces fortifications. À la fin du 19e siècle, l'urbanisation se fait à l'ouest de la vieille ville, ce qui est logique car on y trouve la gare et certains axes importants. En 1880, de nouvelles fortifications sont créées. Elles ne vont pas durer longtemps et deviendront le boulevard Joseph Vallier dans les années 1920. Entre 1880 et 1930 environ, l'urbanisation se concentre dans toute cette zone au nord du boulevard Joseph Vallier. Ensuite, les fortifications sont détruites pour devenir un boulevard et l'urbanisation ira vers le sud. Vu que la ville grossit, il faut des transports pour déplacer la population. À partir de 1894, est lancé le tramway de Grenoble. L'ancien, pas celui actuel. Il permet d'urbaniser vers le sud. En 1934 est inauguré le téléphérique de Grenoble, permettant d'atteindre la Bastille. C'est un transport purement touristique. Dans les années 50, l'urbanisation a bien évolué d'après les cartes. Les communes de La Tronche et de Fontaine accueillent l'agglomération de Grenoble. Et ensuite, ça se développe vers le chemin de fer au sud. Chapitre 3, l'ère de la voiture. À partir de la fin des années 50, la voiture se démocratise. Qui dit voiture dit moins besoin de transport en commun. On supprime le tramway en 1952, ils sont remplacés par des bus moins coûteux. Qui dit voiture dit étalement urbain, en effet les gens peuvent se permettre d'habiter plus loin.
Voilà pourquoi la ville continue de s'étendre vers le sud. On commence à construire au-delà du chemin de fer, et qui dit voiture dit aussi embouteillage. Et qu'est-ce qu'on fait quand il y a des embouteillages? De nos jours, on crée des transports en commun, sauf que là, on est dans les années 60, et à cette époque, on préfère construire de nouvelles routes. C'est ainsi qu'un grand projet a lieu. Dévier le chemin de fer. On lui crée un nouveau parcours, plus au sud, pour permettre à la ville de continuer à se développer. Parallèlement à ces déviations, on construit aussi une grosse route qui contourne Grenoble. C'est la rocade. Depuis 1964, Grenoble sait qu'elle a été désignée pour accueillir les Jeux Olympiques de 1968. Ce nouvel axe est inauguré en 1967. Pour le moment, ce n'est pas encore une voie rapide. L'ancien chemin de fer est encore visible par la forme de l'urbanisation, même si les rails ont disparu. Les années 60 sont aussi l'époque des premières autoroutes. La 48 qui part de Voreppe jusqu'à Grenoble, et la 41 qui part du Touvet jusqu'à Grenoble. Ces deux tronçons de voies rapides sont inaugurés en 1967, juste avant les Jeux Olympiques. Mais l'urbanisation continue dans les années 60, c'est aussi une époque où on construit de grands ensembles. On a par exemple la cité de Tesser en 1962, qui sera agrandie dans les années 60, et en 67, c'est le village olympique qui est construit. Il doit d'abord loger le personnel et les athlètes pour les JO, puis deviendra un quartier résidentiel. L'aérodrome de Grenoble, juste à côté, est détruit pour laisser place au quartier. C'est notamment l'Alexpo qui se trouvera sur l'ancienne piste, un palais d'exposition inauguré pour les JO. Le nouveau campus universitaire commence à voir le jour à partir de 61, les premiers bâtiments sont inaugurés en 63, et à la fin des années 60, il prend sa forme actuelle. Ensuite, les années 70, vous connaissez, c'est l'époque du tout-voiture. C'est pour ça qu'on commence à construire des commerces en banlieue. Par exemple, en 69, Carrefour ouvre un hypermarché à Échirolles. En 71, on construit le Castor, à côté de la gare. Puis en 75, on développe la zone commerciale d'Échirolles avec le Grand Place, un centre commercial à côté de Carrefour. Puis l'urbanisation va au-delà de la rocade. Chapitre 4, la révolution du tramway. Au milieu des années 70, les mentalités évoluent. On se rend compte de la nécessité de réduire la place de la voiture. L'agence de transport réfléchit à plusieurs projets de métro aérien. À cette époque, il est difficile de penser au tramway, car le principe est considéré comme d'une autre époque. En 75, la rue de Bonne est piétonnisée. C'est le début de la piétonnisation du centre-ville. À la fin des années 70, l'idée de faire un tramway est remise au goût du jour. Bien que ce soit un transport rustique, certaines villes comme Zurich l'ont maintenu et modernisé. Ça inspire Grenoble et Nantes. Nantes inaugure le tramway en 85, Grenoble en 87, avec la ligne A qui va de la gare à la commune de banlieue de Fontaine, et notamment là où se trouve un hypermarché Rallye, qui deviendra Géant Casino puis Auchan. Puis en 90, la ligne B va de la gare jusqu'à l'université. Le tramway de Nantes inaugure une nouvelle génération de tramways. On peut dire qu'on entre dans l'ère du tramway français, c'est-à-dire un tramway en site propre qui réaménage la ville. Mais en réalité, Nantes est une transition. Son tramway partage à certains endroits la route avec les voitures, comme les vieux tramways. Grenoble révolutionne en étant entièrement en site propre. De plus, le tramway de Grenoble a un plancher bas pour que les fauteuils roulants puissent y accéder. A l'origine, on trouvait que c'était un changement coûteux pour peu d'utilité. En réalité, ça a permis de faciliter l'entrée de tous les passagers et donc de baisser le temps d'arrêt aux stations. Bref, le tramway de Grenoble révolutionne le transport. C'est avec lui qu'on peut dire qu'on entre dans l'ère moderne. Cependant, il faudra attendre les années 2000 pour qu'une frénésie du tramway voie le jour en France et qui influencera certaines villes à l'étranger, en Allemagne, en Italie, au Maghreb, à Dubaï, etc. Du coup, bravo Grenoble pour cette influence mondiale. Grenoble continue avec des aménagements pour augmenter la qualité de vie. Par exemple, la caserne militaire de Bonne, située à proximité du centre-ville, car construite dans l'enceinte des fortifications au XVIIIe siècle, a été réaménagée pour y créer un écoquartier qui reprend le nom. Cet écoquartier, inauguré en 2009, est considéré comme le premier du genre en France. Dans les années 2000, il y a aussi la presqu'île scientifique qui se développe pour accueillir des centres de recherche. Mais elle accueillait déjà un campus du CNRS en 1962, le laboratoire d'électronique et de technologie de l'information en 1967, et de nombreuses autres institutions. Son développement scientifique a même commencé de suite après la Seconde Guerre mondiale pour devenir un lieu unique en France pour sa concentration de centres de recherche. On peut même dire que Grenoble est le principal pôle spécialisé dans les micro-nanotechnologies en Europe. Bref, voilà ce qui résume Grenoble, entre sa spécialisation scientifique dans certains domaines d'un côté et son côté écolo de l'autre. D'ailleurs, on peut dire que Grenoble a été un laboratoire politique. En 2014, lors des municipales qui ont lieu dans toute la France, Grenoble est la seule grande ville à élire un maire du parti Europe Écologie Les Verts. Ce nouveau maire en a profité pour mettre en place une politique urbanistique assez radicale par rapport à ce qu'il se faisait avant. Et en 2020, lors des élections suivantes, Grenoble a continué avec le même maire, mais d'autres villes françaises ont suivi le pas.
Et il est probable qu'en 2026, lors des prochaines élections, les maires écologistes soient élus dans d'autres grandes villes encore. Et on pourra trouver une tendance générale en France, c'est que les communes des villes-centres deviendront de plus en plus ancrées vers des politiques écologistes, le plus souvent anti-voiture, pendant que dans le périurbain, on votera plus à droite, car la dépendance à la voiture se fait de plus en plus ressentir. Si on résume, le centre de Grenoble éloigne la voiture, ce qui a pour conséquence d'augmenter la qualité de vie pour ceux qui sont déjà en centre. Par contre, les habitants des banlieues ont de plus en plus de difficultés à circuler. Si vous regardez les résultats des présidentielles de 2022 commune par commune, on voit le décalage. À Grenoble, Mélenchon arrive en tête avec 38,9% des voix. Mélenchon, on peut dire que c'est la gauche radicale. Si on va à Échirolles, un peu plus au sud, il est toujours en tête, mais avec 35,9% des voix. Au Pont-du-Clé, juste au sud, il descend à 35,6%. Et si on descend juste en dessous, on a Vars, Allières et Rissé, où Mélenchon arrive en troisième position, derrière Macron et Le Pen, qui représentent le centre-droit et l'extrême droite. Donc plus on s'éloigne de la ville-centre, et plus on vote conservateur. Aujourd'hui, Grenoble est une ville qu'on pourrait dire de bobo. Le centre s'est gentrifié, les gens sont plus aisés qu'ailleurs dans le département, il y a un haut niveau de diplômés, et on a tendance à voter plus à gauche. Et à côté de ça, il y a des quartiers bien plus pauvres, comme par exemple le village olympique, qui derrière son nom sympathique, cache un quartier en zone prioritaire. C'est un quartier qui était une vitrine de Grenoble en 68, et qui aujourd'hui est en attente de rénovation car très délabré. La mairie tente de le rénover depuis 2008, dans le cadre d'un grand projet qui prend de nombreuses années. Eh bien merci d'avoir regardé cette vidéo, et à la prochaine, peut-être pour parler de l'évolution d'une autre grande ville française. Abonnez-vous, mettez un pouce bleu si ça vous a plu, ça me fera toujours plaisir.